Je voudrais commenter un point intéressant de notre actualité politique africaine et internationale. C'est la signature d'un accord de partenariat avancé entre la grande nation africaine du Burkina Faso et la grande nation eurasiatique de Russie. Je commencerai par vous donner l'information telle qu'elle nous est parvenue du site officiel d'information du Burkina Faso, l'agence d'information du Burkina Faso. Voici comment l'agence nous a restitué cette information. Et dans un deuxième moment, je vais en donner un commentaire. Le commentaire de cette information qui doit intéresser toute Africaine, tout Africain épris de véritable souveraineté, de véritable liberté, de véritable prospérité pour le continent africain. Je lis la succession de billets qui ont été publiés par l'agence d'information du Burkina AIB, dont je salue le travail formidable des journalistes. Burkina Faso, Russie, coopération nucléaire. Burkina. Rosatom affirme pouvoir installer une unité nucléaire en 5 ans sous certaines conditions. À Saint-Pétersbourg, le 18 juin 2025. Dépêche de l'AIB. Le fleuron de l'industrie nucléaire russe Rosatom a déclaré mercredi lors d'une visite d'une délégation burkinabé à la centrale nucléaire de Leningrad être en mesure de mettre en place une unité nucléaire en 5 ans, sous réserve que le pays partenaire soit suffisamment préparé. Deuxième version de la même information, cette fois-ci avec un autre aspect, alerte. Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, a signé ce jeudi matin. Ça, c'est il y a 2 heures de temps que cette information est tombée. Donc, c'est une information d'aujourd'hui. L'accord intergouvernemental Burkina-Russie sur l'exploitation pacifique du nucléaire, en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Ça, c'est encore une dépêche de l'agence d'information du Burkina. Et enfin, troisième élément il y a 3 heures, énergie nucléaire civile, arrivée des autorités burkinabées au siège du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, avant la signature de l'accord intergouvernemental entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie. Voilà les informations telles qu'on les trouve sur le site de l'agence d'information du Burkina Faso. À partir de cette donnée de base, que peut dire l'analyste politique, l'intellectuel politique et le serviteur national des lions et lions indomptables pour la libération panafricaine du Cameroun que je suis? Je voudrais commencer par vous faire constater que la signature de cet accord intergouvernemental a lieu dans un contexte de coopération avancée entre les pays de l'Alliance des États du Sahel et la Fédération de Russie. Un tel accord intergouvernemental existe aussi entre le Mali et le Burkina Faso. Il existe aussi entre entre le Mali et la Fédération de Russie. Il existe aussi entre le Niger et la Fédération de Russie. L'accord intergouvernemental que le Burkina Faso vient de signer est de la même facture que ceux qu'ont signé les alliés régionaux du Burkina Faso au sein de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, donc le Mali et le Niger. C'est la première observation. Deuxième observation, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont en commun avec la Russie d'être des États qui possèdent le minerai nucléaire dans leur sous-sol, en quantité industrielle. Le Burkina Faso, le Mali, la Russie, le Niger sont des pays producteurs et extracteurs d'uranium. Il y a de l'uranium dans le sous-sol du Burkina, il y a de l'uranium dans le sous-sol malien, de l'uranium dans le sous-sol du Niger, il y a de l'uranium dans le sous-sol russe. Donc, cette coopération autour du nucléaire est une coopération entre pays détenteurs du minerai nucléaire. C'est-à-dire que le minerai nucléaire leur a même d'abord été donné par la nature, et pour ceux d'entre vous qui, comme moi, avaient la conviction que la nature n'existe pas par hasard, mais qu'elle est l'expression de la création divine, eh bien, le minerai nucléaire a été donné par Dieu au Mali, il a été donné par Dieu au Burkina Faso,
il a été donné par Dieu au Niger et il a été donné par Dieu à la Fédération de Russie. Si on pouvait faire une spéculation métaphysique sur ce plan de la providence, on dirait que Dieu ne fait rien par hasard. Comme on dit également que la nature ne fait rien en vain. Pourquoi Dieu ne fait-il rien par hasard? Il a placé le minerai nucléaire dans le sous-sol de pays qui ne l'ont jamais utilisé pour tuer une seule population humaine. Je recommence, hein. Je voudrais vous faire remarquer que le minerai nucléaire, notamment donc l'uranium, qui permet le développement de l'énergie nucléaire, n'a pas été placé par hasard par Dieu dans le sous-sol africain et dans le sous-sol russe. Si Dieu ou la nature, qui ne font rien en vain, ont voulu que ce minerai soit placé dans le sous-sol de ces pays, c'est sans doute parce que ces pays développeraient des civilisations qui n'auraient pas propension à utiliser les armes nucléaires contre d'autres civilisations. Car pendant qu'on en parle, ce minerai nucléaire qui est disponible dans le sous-sol africain, notamment, entre autres, dans le sous-sol du Sahel, il n'a jamais été utilisé par un seul pays africain pour détruire un quelconque peuple de la Terre. Ce minerai nucléaire, l'uranium, que l'on trouve dans le sous-sol russe, n'a jamais été utilisé par la Fédération de Russie pour attaquer un autre pays du monde. Mais vous qui assistez à cette conférence, en cette mi-journée du 19 juin 2025, êtes bien placé pour savoir quel est le pays du monde qui s'est permis d'utiliser le minerai nucléaire pour tuer des êtres humains. Quel est le pays du monde qui a utilisé le minerai nucléaire pour tuer des êtres humains? Je vais vous donner la date exacte de l'acte qui avait été posé. Eh bien, il s'agit de l'acte du bombardement d'Hiroshima, et Nagasaki. Les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, ultime bombardement stratégique américain au Japon, ont eu lieu les 6 et 9 août 1945 sur les villes d'Hiroshima, une ville de 345 000 habitants, et de Nagasaki, une ville de 195 000 habitants. Je voudrais que vous notiez la date. Les bombardements. Nous sommes ici à l'Institut de l'Afrique des Libertés. Donc nous sommes dans un lieu où c'est la connaissance qui est dispensée. La connaissance. D'abord la connaissance. Parce que quand les gens n'ont pas la connaissance, eh bien, ils ne peuvent pas prendre des positions politiques motivées. Je voudrais d'abord démontrer à tout le monde que les pays qui ont utilisé les armes nucléaires sur la Terre sont ceux à qui la Terre même n'a pas donné de minerais nucléaires. Les pays qui ont utilisé les armes nucléaires sur la Terre sont ceux à qui Dieu n'a pas donné le minerai nucléaire. Écoutons bien la date. Et il faut que tout le monde ici reparte en connaissant la date. Si vous avez un débat sur la question nucléaire, vous citez les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, ultime bombardement stratégique américain au Japon, qui ont eu lieu les 6 et 9 août 1945. 6 et 9 août. Écrivez bien les dates. Alors, je vais vous faire remarquer qu'entre le 6 et le 9 août, il y avait 3 jours, pendant lesquels les États-Unis d'Amérique auraient pu réfléchir au mal qu'ils avaient déjà fait le 6 août. On dit souvent, dans la théorie politique ordinaire, que la nuit porte conseil. Lorsque la puissance américaine bombarde Hiroshima le 6 août, elle est au courant des centaines de milliers de victimes qu'elle vient de faire, n'est-ce pas? Mais elle prend 3 jours de réflexion et 3 nuits. Et cela ne lui suffit pas pour reprendre une bombe atomique et aller la jeter sur Nagasaki le 9 août. C'est-à-dire que cette puissance a délibérément tué des centaines de milliers de personnes. Après avoir mûrement réfléchi, non seulement avant le premier acte, mais avant le second acte. Il y a eu 3 jours. Écrivez bien ces dates-là, là, sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils ont leur machine de répression, ils ont leur machine de censure, qui essaye de présenter tout discours véridique sur l'histoire, quand cette histoire rappelle leur crime comme étant un discours haineux.
Et ils ont élaboré pour cela la notion de hate speech, qu'ils n'utilisent que pour des discours qui les mettent face à leurs actes. Quand on les met face à leurs actes, ils élaborent une catégorie. C'est un discours haineux. D'accord? Mais les actes sont documentés dans leurs propres archives. Là, je lis Google. Google, c'est un moteur de recherche américain. Si vous tapez bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, vous tombez dessus dans Google. On ne peut pas accuser Google, qui est un moteur de recherche américain, de combattre les États-Unis. N'est-ce pas? Jamais je n'ai vu qu'on accuse Google de combattre les États-Unis. Mais c'est Google qui a documenté l'archive. Et l'archive est là. Et même les photos. Les photos des effets terribles des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki sont disponibles sur Google. Pourtant, c'est littéralement devenu un crime de lèse-majesté pour eux que nous allions chercher l'information qu'ils eux-mêmes l'ont reconnue, qu'ils ont eux-mêmes archivée, qu'ils ont eux-mêmes documentée, et que nous la montrions à ceux qui ne la possèdent pas. Regardez juste l'information, elle existe. Donc, je tenais à faire remarquer que le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la quasi-totalité des pays africains ont de l'uranium. Un pays comme la République démocratique du Congo est immensément riche en uranium. Et je vous avais toujours fait ici noter une lettre du 2 août 1939 écrite par le physicien Albert Einstein au président américain d'alors Franklin Delano Roosevelt. Dans cette lettre, Einstein disait à Delano Roosevelt, il faut tout faire pour mettre la main sur le minerai du Congo, notamment sur l'uranium du Congo, parce que si cet uranium échappe à la puissance américaine, celle-ci ne pourra pas dominer le monde. Donc vous avez bien compris le problème du minerai nucléaire. Le problème du minerai nucléaire, c'est que ceux qui veulent dominer le monde, en utilisant le minerai nucléaire, ne le possèdent pas. Je recommence pour ceux qui n'ont pas bien compris. Le problème métaphysique, le problème politique, géopolitique, géostratégique du minerai nucléaire, c'est que ceux qui veulent dominer le monde, en utilisant le minerai nucléaire, ne le possèdent pas. Dieu ne le leur a pas donné. Pour utiliser le minerai nucléaire comme moyen de domination, il faut d'abord aller s'approprier les réserves nucléaires de pays étrangers. C'est la situation dans laquelle se trouve l'Occident. L'Occident, politiquement parlant, n'a pas les moyens de la domination nucléaire de la planète. Parce que son sous-sol n'en possède pas. Pour dominer donc la planète, en utilisant l'argument nucléaire, l'Occident, politiquement, doit s'assurer de mettre en coupe réglée toutes les parties du monde que la nature ou Dieu a dotées des matières premières stratégiques. Et c'est la raison de toutes les grandes guerres occidentales menées sur cette planète. C'est la raison des traites négrières. C'est la raison des invasions coloniales occidentales. C'est la raison des manipulations des identités ethniques par les puissances coloniales et néocoloniales occidentales. C'est la raison des grandes agressions des siècles précédents et du siècle présent, organisées notamment par l'OTAN. Il y a un très bon livre que je recommande toujours de lire. C'est un livre de Daniel Ganser, qui est un chercheur, géopoliticien, géostratège, historien suisse. Le livre s'appelle « Les guerres illégales de l'OTAN ». Il faut que vous lisiez ce livre. Je vous l'ai souvent montré ici. Il est quelque part dans la pile. Ah, il n'est heureusement pas très loin. Je peux vous le montrer encore. Parce que ici, excusez-moi, ici, c'est l'école de la connaissance. C'est l'école de la connaissance qui libère. Ne vous inquiétez pas, je vais retrouver le bon axe. Je vais vous chercher ce livre-là. Il y a une caméra qui a... J'ai une caméra qui a plongé. Hop. Je vais aller vous chercher le livre de Daniel Ganser. Il n'est pas très loin. Je l'ai aussitôt aperçu que je vous en parlais. C'est toujours bien de montrer ce dont on parle. Voilà. Voilà un très bon livre que je recommande à l'Afrique des libertés. Ce livre-ci, Les guerres illégales de l'OTAN. Les guerres illégales de l'OTAN. Daniel Ganser. D'accord? Je vous lis la 4e de couverture. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la fondation de l'Organisation des Nations Unies, prévaut une interdiction de faire la guerre.
Seules 2 exceptions permettent le recours à la force armée. D'une part, subsiste le droit à l'autodéfense et d'autre part, une action guerrière contre un pays est autorisée en cas de mandat préalable et explicite du Conseil de sécurité de l'ONU. Hormis ces 2 cas précis, la guerre est depuis plus de 70 ans interdite en droit international. Cependant, la réalité est tout autre. De nombreuses guerres dévastent le globe et la fin des conflits militaires n'est pas en vue. Durant ces 7 dernières années, certains pays membres de l'OTAN ont trop souvent mené des guerres illégales, ce qui demeure encore aujourd'hui lourd de préjudice pour les populations des pays visés, mais sans conséquence pour les responsables. Ce livre décrit, à travers l'exemple de 13 pays, comment des guerres illégales furent menées dans le passé, en Iran, au Guatemala, en Égypte, à Cuba, au Vietnam, au Nicaragua, en Serbie, et le sont encore dans le présent, en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Ukraine, au Yémen, en Syrie. Il montre comment les fondements de l'organisation pacifique qu'est l'ONU, et en particulier l'interdiction de faire la guerre, furent clairement sapés. Une terrifiante description d'une angoissante actualité, un réquisitoire contre l'OTAN, un plaidoyer pour la paix. Lisez ce livre. Lisez ce livre et il a documenté toutes les guerres illégales de l'OTAN. Mais ces guerres, elles viennent de quoi? Mais de la volonté de conquérir les matières premières qui manquent à l'Europe, qui manquent à l'Amérique, dans leur sous-sol. Conquérir ces matières premières pour les utiliser comme instruments de puissance. Ça a été cela, la stratégie de la traite négrière. Ça a été exactement cela, la stratégie de la colonisation. Et ce qu'on appelle la néocolonisation et l'impérialisme aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que l'exportation de la guerre dans les pays étrangers dont on veut piller les ressources naturelles, les ressources stratégiques. Guerre du pétrole, guerre du gaz, guerre de l'uranium, guerre de l'or, guerre du cobalt, guerre du manganèse, guerre du lithium. C'est pour cela que l'OTAN fait la guerre. L'OTAN fait la guerre pour piller les terres. Parce que l'OTAN est un ensemble de pays que la nature n'a pas énormément pourvu en matière première stratégique. Ce sont des pays sans pétrole, ce sont des pays sans gaz, ce sont des pays sans or, ce sont des pays sans uranium, ce sont des pays sans lithium, ce sont des pays sans manganèse, ce sont des pays sans coltan, d'accord? Ce sont des pays qui manquent de tout en fait. Et qui paradoxalement organisent la guerre dans les pays étrangers, donc en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique latine, afin de s'accaparer de ce dont ils manquent. Ce sont des pays angoissés par le manque. Je vous ai toujours dit que la psychologie politique occidentale était traversée par une angoisse essentielle. C'est le manque, la peur du lendemain, liée à la rareté des matières premières stratégiques dans le sous-sol, liée à l'hostilité avancée de la nature. Cette angoisse est le fondement de l'expansionnisme, du colonialisme et de l'impérialisme. Bon, ok. Il y a seulement quelques jours, répondant aux propos complètement aériens, superficiels d'un certain monsieur Charles Gave, qui prétendait que la colonisation avait plutôt coûté cher à la France et que les pays africains devraient à la limite rembourser la France pour le trop dépensé, j'étais amplement revenu sur toute la stratégie du colonialisme. Et j'avais invité tout le monde à s'approprier un ouvrage comme celui-ci, qui est une très belle somme historique, et permettant d'évaluer la prédation colonialiste, hein, le livre noir du colonialisme. Bon. Je continue parce que nous parlions du Burkina Faso. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger avancent donc et signent un protocole de coopération autour du nucléaire civil avec la Fédération de Russie. Mais il y a un troisième élément de contexte qu'il faut signaler. Nous sommes dans le contexte d'une nouvelle guerre du Moyen-Orient, qui est la guerre d'Israël et des États-Unis, mais en fait la guerre de l'OTAN contre l'Iran. Et il ne vous a pas échappé qu'on combat l'Iran. Pourquoi? Pourquoi Israël s'attaque-t-il à l'Iran? Au nom de ce qu'il appelle la doctrine de la guerre préventive, qui est la doctrine des États-Unis depuis plusieurs décennies. Au nom de quoi Donald Trump, président des États-Unis, menace-t-il d'éliminer le chef de l'État iranien, Ali Khamenei? Au nom de quoi? L'enjeu fondamental, c'est que Israël et les États-Unis veulent empêcher l'Iran de développer la maîtrise de l'énergie nucléaire. La maîtrise de cette énergie nucléaire est considérée comme l'apanage exclusif des grandes puissances occidentales. Ces grandes puissances se comportent comme si ce sont elles qui doivent accorder le brevet
d'exploitabilité de l'énergie nucléaire à tous les autres pays de la Terre. Dans le cas spécifique d'Israël, Israël a développé l'industrie nucléaire civile et a développé l'industrie nucléaire militaire. C'est un secret de polichinelle que de dire aujourd'hui que Israël possède l'arme atomique. Mais les États-Unis d'Amérique et tous leurs alliés de l'OTAN ont permis à Israël de le faire. Pourquoi? Parce qu'Israël est une enclave politique occidentale au Moyen-Orient. Israël fait partie du conglomérat, du condominium, occidental dans le monde. Dans tous les pays occidentaux, le nucléaire civil a été amplement développé. L'Europe, à partir de laquelle je vous parle, tous les pays européens possèdent une industrie nucléaire civile. Certains, au nom de l'écologie, ont décidé de réduire l'ampleur de cette industrie nucléaire civile. Mais pour l'essentiel, tous les pays européens ont développé l'énergie nucléaire. Aucun pays africain ne s'est mêlé d'empêcher les pays européens de développer leur industrie nucléaire. Aucun pays asiatique ne s'est mêlé d'empêcher les pays européens, globalement les pays occidentaux, de développer leur énergie nucléaire. Le Canada, les États-Unis ont une énergie nucléaire très développée. Même des pays africains qui ont connu une colonisation européenne forte et rémanente, comme l'Afrique du Sud, ont pu développer une industrie nucléaire civile. Donc, la caractéristique principale de cette affaire, c'est que la question nucléaire semble être en fait un enjeu de crispation entre d'une part un Occident qui ne possède pas des matières premières nucléaires naturelles et donc qui ne devrait pas être en fait la partie la plus nucléarisée du monde, et puis ce qu'on appelle le Sud global, c'est-à-dire l'Eurasie, c'est-à-dire l'Afrique, c'est-à-dire l'Amérique latine, qui dispose de réserves de matières premières nucléaires et qui sont constamment menacés au moindre projet d'en faire usage. Voilà le contexte général. Voilà le contexte général dans lequel les accords de coopération nucléaire entre les pays sahéliens et la Russie sont en train de se faire. C'est pour cela que quand vous lisez la littérature officielle du Burkina Faso, du Mali et du Niger sur la question nucléaire, vous observerez qu'il y a deux mots qui y reviennent systématiquement. Et il faut que vous compreniez pourquoi ces mots reviennent. C'est le mot civil et pacifique. Soit on vous parle du nucléaire civil, soit on vous parle du nucléaire pacifique. Pourquoi est-ce qu'on parle de nucléaire civil et nucléaire pacifique? C'est pour essayer en fait de se protéger dès le départ contre l'accusation de vouloir développer des armes nucléaires pour pouvoir attaquer l'Occident. L'Occident a développé une paranoïa. J'entends l'Occident politique. Probablement conscient de tout le mal qu'il a fait aux autres parties du monde. Conscient de tous les actes de barbarie, de violence qu'il a perpétrés envers les Africains, envers les Asiatiques, envers les Latino-Américains, envers les Indiens américains. L'Occident a comme peur d'un équilibre de la maîtrise de l'énergie nucléaire à l'échelle de la planète, parce qu'un tel équilibre se traduirait, croit-il, par des politiques de vengeance. Donc quand le Burkina Faso, le Mali, le Niger parlent du nucléaire, ils accompagnent toujours le concept de nucléaire des mots civil et pacifique. Pour dire, il ne s'agit pas pour nous de chercher à acquérir des armes qui nous permettront de nous attaquer à des nations sœurs ou de nous attaquer à des puissances des continents européens, asiatiques ou américains. Pacifique, civil, est une manière de montrer pouce déchiré. Pacifique, civil est une manière de rassurer les hégémonistes occidentaux que le développement de la maîtrise du nucléaire n'a pas pour but de se comporter comme eux. Car après tout, même un Nicolas Sarkozy reconnaît, après tout, que, politiquement parlant, la partie du monde la plus violente de l'histoire de l'humanité, c'est l'Europe, c'est l'Occident. Monsieur Sarkozy, est-ce que vous pouvez le dire? Parce que si c'est moi qui le dis, ça peut paraître excessif. On pourrait même dire que c'est un discours haineux. Alors, il faut que ce soit Nicolas Sarkozy, élu président de la République française au moins une fois,
Nicolas Sarkozy, d'ailleurs co-responsable d'un certain nombre d'actes de déstabilisation terribles, comme celui de la destruction de la Libye et du saccage du Sahel, nous lui donnons la parole pour qu'il nous dise de tous les continents quel est le plus agressif que l'on connaisse. Et pourquoi ce continent ne doit pas penser que tout le monde lui ressemble. Parce que c'est en fait un problème de valeur de civilisation. L'Afrique n'est pas une civilisation de gens angoissés par la vie. C'est pas une civilisation de gens qui se lèvent tout le matin en disant « Oh, qu'allons-nous manger dans 30 ans ?» Parce que c'est une civilisation, en fait, d'abord qui a reçu de la nature et de Dieu une abondance de principes. Et qui doit s'organiser rationnellement pour exploiter de manière mesurée la nature. L'Asie n'est pas non plus une civilisation de l'angoisse. C'est une civilisation de la patience. Une civilisation de l'écoute, de la recherche permanente de l'harmonie et de l'équilibre. Alors, quelle est la civilisation, M. Sarkozy, qui, quant à elle, a besoin incroyablement de faire la guerre pour se sentir vivre? Quelle est la civilisation qui a besoin en permanence d'attaquer, d'agresser? Hein? On va voir un peu le point de vue de M. Sarkozy. Oui, M. Sarkozy, de tous les continents, quel est, oui? Je vais vous dire une chose. Oui, oui. L'Europe, oui, de tous les continents du monde, oui, est le continent le plus brutal, ok, où il y a eu les guerres les plus sauvages. Voilà. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, ok, c'est l'Europe. Très bien. Et je vais vous dire autre chose. Ok, C'est pas au Moyen-Âge, oui, c'est au XXe siècle. bon, C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. ouais, C'est en Europe qu'on s'est battu. ouais, Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, Même c'est les le guerres retour de la mondiales. guerre qu'on n'avait pas vue, Elles c'est une sont européennes. stupidité, ouais. puisqu'on a oublié la Bosnie. La Libye, Si vous n'avez pas La l'Union Somalie. européenne, vous avez des affrontements l'Afghanistan, considérables. l'Irak. Bon, écoutez. Je vous dis, Non, c'est bon, M. Sarkozy. Je suis juste en train de rappeler le contexte dans lequel cette question nucléaire se pose. À cause de cette espèce de paranoïa et d'angoisse qui traverse sans cesse l'élite politique européenne, les autres pays du monde sont amenés à parler du nucléaire en l'habillant en permanence d'un mot de paix, un mot de civilité, un mot de tendresse, un mot de douceur. S'il vous plaît, ce n'est pas contre vous. Nous développons notre énergie nucléaire pour pouvoir faire prospérer nos populations. Comme vous avez développé votre énergie nucléaire pour faire prospérer vos populations. Quand vous avez voulu jeter une bombe nucléaire, une bombe atomique, vous ne l'avez pas jetée sur des Européens, vous êtes allé la jeter sur, des Asiatiques, des Japonais. D'accord? Vous ne l'avez pas jeté sur les Européens, pourquoi? Parce que vous saviez que ce n'est pas très bon, même de se combattre entre Européens en utilisant des armes atomiques. Alors pourquoi l'Afrique, qui n'a jamais utilisé l'arme atomique contre quelqu'un, pourquoi l'Asie, qui n'a jamais utilisé l'arme atomique contre quelqu'un, pourquoi l'Amérique latine, qui n'a jamais utilisé l'arme atomique contre quelqu'un, doivent-elles se soumettre au diktat de l'Occident politique qui lui a utilisé l'arme atomique? Pourquoi l'Occident devrait-il s'arroger le droit de légiférer sur le nucléaire? Alors précisément que, en matière de gestion du nucléaire, c'est l'Occident qui a fauté. Qui s'est rendu coupable de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, en se servant des armes nucléaires, la plus grande puissance occidentale, les États-Unis. Qui devrait, justement, ne pas avoir voix au chapitre pour parler des questions nucléaires? Mais les États-Unis. Il devrait être interdit aux autorités américaines de parler des questions nucléaires. Comme il est interdit, depuis la chute d'Hitler, aux autorités allemandes de parler d'ordre politique en tant que tel en Europe. La parole politique de l'Allemagne revient lentement au cœur de l'Europe. L'Allemagne s'est tue pendant très longtemps, en raison de quoi? De ce que Karl Jaspers, le grand philosophe allemand, a écrit, a appelé la culpabilité allemande. Die deutsche Schuld. La faute, le péché nazi, ont contraint les Allemands à la fermer. L'Allemagne aujourd'hui ne possède pas la bombe nucléaire, ne possède pas l'arme nucléaire, parce qu'elle est coupable d'avoir provoqué la Deuxième Guerre mondiale.
Mais comment peut-on comprendre que la puissance qui a utilisé l'arme nucléaire, l'arme atomique, pour tuer des centaines de milliers d'innocents, se trouve encore en train de vouloir enseigner la morale à l'Iran? Et elle essaye d'enseigner la morale à l'Iran et au monde entier à propos de l'usage du nucléaire, alors que c'est elle qui devrait être la première sanctionnée. Les États-Unis devraient payer de très lourdes amendes, de très lourdes réparations, d'abord au Japon, et ensuite à l'humanité tout entière pour avoir utilisé 2 bombes nucléaires, 2 bombes atomiques contre des êtres humains. Comment pouvez-vous, vous qui êtes sur YouTube, vous qui êtes sur Facebook, sur TikTok, etc., accepter cette espèce de terreur intellectuelle qu'on veut imposer à la planète en faisant de la question nucléaire un tabou réservé à l'élite politique et intellectuelle occidentale et interdit aux élites politiques, aux élites intellectuelles, aux élites industrielles, aux élites culturelles de tous les autres pays du monde, de tous les autres continents. Une fois de plus, comment le continent qui est en fait à l'origine des plus grandes déstabilisations de la planète peut être le continent qui veut imposer son modèle à toute la planète? Si on veut imposer le modèle de la traite négrière, le modèle des colonisations, le modèle néocolonialiste et impérialiste à la planète, cela veut dire war everywhere. Bob Marley l'a chanté. Until the philosophy that holds one race superior to another race, until that philosophy is not discredited. War in the world, war in north, war in the south, war everywhere, war, 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 is a war. Je reprends comme ça de mémoire les paroles de Bob Marley. Tant que la philosophie qui tient un certain groupe d'êtres humains pour supérieur aux autres continuera à triompher, mais partout sur la terre, eh bien, ce sera la guerre. Guerre au nord, guerre au sud, guerre au centre, guerre à l'ouest, guerre à l'est. Il faut renoncer à imposer à la planète ce diktat. Donc, le Burkina Faso parle du nucléaire civil. Ce mot civil n'est pas utilisé par hasard. Le Mali parle du nucléaire civil. Le Niger parle du nucléaire civil. Et ils ajoutent le nucléaire pacifique. Pourquoi cette insistance dans le langage diplomatique de ces pays? Parce qu'on voit très bien le traitement qui est en train d'être réservé à l'Iran. Pour casser le programme nucléaire iranien, on a prêté à l'Iran l'intention de détruire tout l'Occident. Alors que c'est l'Occident qui est la seule partie du monde qui a déjà utilisé une arme nucléaire, le simple fait qu'un pays qui n'obéit pas aux ordres occidentaux développe son programme nucléaire lui vaut aujourd'hui d'être encerclé par une redoutable armada qui s'apprête à le casser. Alors, maintenant je vais plus loin, et c'est ma 5e remarque. Le président Vladimir Poutine a fait quelques déclarations dans les 48 dernières heures. Et j'ai été attentif à un élément de ces déclarations qui a confirmé la révélation qui avait été faite quelques jours plus tôt par le philosophe russe Alexandre Douguin. Alexandre Douguin avait fait observer que contrairement à la Corée du Nord et à la Chine, qui ont signé des accords de protection mutuelle contre des ennemis communs, des accords de défense mutuelle contre des ennemis communs, avec la Fédération de Russie. Accords qui disent que un pays qui s'attaque militairement à la Corée du Nord s'est attaqué militairement à la Russie. Un pays qui s'attaque militairement à la Russie s'est attaqué militairement à la Corée du Nord. Et c'est le même type d'accords qui sont en train d'être développés entre la Fédération de Russie et la Chine, des accords de défense mutuelle. Les Iraniens qui se sont vus proposer de tels accords avec la Fédération de Russie, notamment début janvier 2025, n'ont pas cru bon de signer cette clause parce qu'ils estimaient être suffisamment capables de se défendre, à la fois par les techniques militaires et bien ordinaires et par les techniques militaires spéciales. Ils estiment sans doute que leur industrie militaire est suffisamment avancée pour pouvoir tenir le coup. Alors, sans doute, l'Iran, quand il s'exprimait ainsi, était en train d'évaluer la capacité de son ennemi de proximité, Israël, à l'affronter. Et les Iraniens s'étaient rendus à l'évidence qu'Israël ne peut pas les vaincre militairement.
Mais manifestement, ce que les Israéliens n'ont pas compris, ce que les Iraniens, pardon, n'ont pas compris, c'est que Israël, en fait, ne les a jamais égalés militairement. Israël n'est rien d'autre que, d'un point de vue géopolitique et géostratégique, une sous-préfecture des États-Unis d'Amérique. C'est une sous-préfecture de l'OTAN. C'est un peu comme l'Ukraine face à la Russie. Personne de sensé ne peut imaginer, et n'a pu imaginer, que l'Ukraine prétende gagner une guerre contre la Russie. Car si la Russie déployait même toute sa capacité de violence contre l'Ukraine, eh bien l'Ukraine disparaîtrait en un jour. Donc personne n'a imaginé cela, mais tout le monde a bien compris, avec le temps, que l'Ukraine n'était rien d'autre que le masque de l'OTAN pour attaquer la Russie. Et si la Russie mène son opération contre l'Ukraine, c'est pour contrer l'OTAN. C'est pour contrer l'OTAN parce que la Russie estime, avec preuve, que l'OTAN, depuis 1990, a fait avancer ses bases militaires progressivement aux portes de son territoire, comme l'a reconnu le pape François, qui vient de mourir. Donc, retournons en Iran. Les Iraniens n'ont pas signé une clause de défense mutuelle avec la Russie, en partant du principe que si Israël les attaquait, il pourrait régler son compte à Israël. Mais voici donc qu'Israël attaque l'Iran, et que l'Iran réplique vigoureusement, et où on se rend compte qu'en fait Israël ne peut pas vaincre militairement l'Iran. Au moment où tout le monde découvre cette évidence, la puissance américaine sort de ses gonds et annonce qu'elle envisage de participer à la guerre contre l'Iran. Il participait indirectement, mais elle décide d'y participer ouvertement. Et quel est l'enjeu? Donald Trump, qui est connu pour ne pas utiliser des circonlocutions, c'est quelqu'un qui ne tourne pas autour des mots, dit que l'enjeu c'est que l'Iran doit arrêter de développer son programme nucléaire. Mais les Africains que nous sommes et qui écoutons entre les lignes, recevons dans cette menace de Trump à l'Iran, la menace de Trump et de l'OTAN à toute l'Afrique. C'est nous tous, c'est le Sud global tout entier qui est visé. Si l'Iran n'a pas le droit de développer son industrie nucléaire, cela veut dire que Donald Trump pense exactement la même chose, mais du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Il pense exactement la même chose de toute l'Afrique subsaharienne. Parce que l'Iran est un pays qui appartient au bloc politique du Sud global. Le message de Trump adressé à l'Iran est en fait un message indirect, triangulaire, adressé à l'Afrique subsaharienne. C'est une menace à peine voilée à tout pays d'Afrique subsaharienne de voir à tout moment son programme nucléaire civil, son programme nucléaire pacifique indexé comme étant un programme offensif contre l'Occident. Et cela me permet de faire ma 6e remarque. Il me souvient que quand le Niger a décidé de s'approprier pleinement l'uranium que Dieu lui a donné, que la nature lui a donné, la première accusation formulée par l'élite politique occidentale contre le Niger a consisté à dire que le Niger aurait commencé à coopérer avec l'Iran autour de l'exploitation de l'uranium et de l'industrie nucléaire. Est-ce que vous vous en souvenez ou pas? Vous êtes mes amis ici sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous vous souvenez des menaces américaines? Celles d'ailleurs qui ont amené le Niger à ordonner le retrait immédiat des troupes américaines du sol nigérien. Quand le président Abdourahmane Tchani et ses compagnons du CNSP ont demandé à la base américaine d'Agadez de fermer. Vous vous souvenez pourquoi? Mais parce que la chef de la diplomatie américaine, qui était venue au Niger, a explicitement menacé le Niger au motif que celui-ci serait en coopération avec l'Iran, en coopération avec la Russie, autour de son uranium, autour de son industrie nucléaire. Alors nous, Africains, on ne doit plus raser les murs du monde. Vous comprenez ma démarche? Moi, je suis pionnier dans la... Il faut décomplexifier les Africains. Quand on nous donne tous les signes avant-coureurs, des projets néfastes qui sont pensés contre nous, nous devons avoir le courage de montrer que nous avons vu ces signes, de lire publiquement ces signes devant notre peuple.